Bienvenue dans l'émission Bonjour Maine de ce dimanche 16 novembre 2025. Nous vous présentons aujourd'hui un numéro spécial réservé à la région des Grands Lacs d'Afrique. Ce numéro vous a été préparé par notre confrère Pierre Claver Nyonguru. Direction d'abord au Burundi où le président de la République Evariste Ndayishimiye s'en est pris au célibat de Faustin Ndikumana, président de l'ONG locale Parsem. witwa Faustin Ndikumana karavuka muri intara nyine. Faustin Ndikumana avuka muri Butanyerera hajya muri commune Ngozi. C'est après des critiques, analyses et commentaires sur la bonne gouvernance, la gestion de la chose publique, le respect des lois et la lutte contre la corruption. La Parsem ne mâche pas aussi les mots quant aux pénuries intempestives des devises et du carburant qui handicapent l'économie du pays selon cette ONG. Mais pour Evariste Ndayishimiye, un homme non marié n'a rien à donner comme conseil. Propos vigoureusement décriés au Burundi comme à l'étranger. Au lieu de répondre au message, le président Ndayishimiye s'attaque aux messagers, selon Frédéric Bamvuginyumvira, opposant politique. Faustin Ndikumana essaie de mettre des analyses sur la gouvernance et sur le leadership responsable. Et personnellement, j'apprécie ces analyses. La fois passée, il critiquait le fait de prendre des camions avec de la terre et les exporter vers un pays, on ne sait pas lequel exactement, sans savoir la teneur des minerais exportés. Donc, c'était une critique vitale. Je crois que c'était une critique que tout le monde peut comprendre et qui devrait attirer l'attention du président de la République. Visiblement, les propos de Ndikumana peut-être ne contentent pas le président. Et il n'y avait pas longtemps qu'il s'était aussi attaqué à M. Pacifique. Bon, de toute façon, cela montre qu'il est en train de s'attaquer peut-être à des hommes de la société civile pour aujourd'hui. Peut-être que demain, il va s'attaquer à d'autres. Mais ce qu'il faut tirer comme conclusion, c'est que le premier élément, c'est que Ndikumana s'adressait à la presse. C'est quelqu'un de la société civile. Il anime une organisation qui s'appelle Parsem. Et à travers son organisation, il s'adresse à la population via la presse. Donc, autrement dit, peut-être que le président de la République et d'autres dirigeants reçoivent certainement ce qui a été développé par les éléments de la presse. Mais ce qui est sûr, il n'apprécie pas, il n'a pas apprécié, ou il n'apprécie pas en général ce qui est développé par Faustin Ndikumana. Deuxième élément, Faustin Ndikumana parle de la gouvernance, comme c'est déjà dit, et parle de leadership responsable. Pour le président de la République, il s'adressait à la population de Butanyerera. Et notez que Faustin Ndikumana est natif de Butanyerera. Ça veut dire que parmi la population, il y en a qui peuvent connaître la personne de Faustin Ndikumana. En fait, le deuxième élément, c'est que Faustin Ndikumana parle de la gouvernance, parle du leadership responsable, lorsque le président de la République, lui, parle d'un autre élément, croyant que ça peut le mettre ou le mettre mal à l'aise, ou en tout cas une autre façon de l'écraser dans la masse pour qu'il ne soit plus vu comme un homme responsable qui ose dire ce qu'il dit. Alors, le président de la République a évoqué un élément qu'il faut quand même situer dans son contexte. Dire qu'un homme n'est pas marié, peut-être le dire à la population, ça a un sens. Parce qu'effectivement, dans notre société, quelqu'un qui n'est pas marié a peut-être critiqué à l'intérieur du pays. Mais dans l'entretemps, avec l'évolution des choses, nous voyons des hommes qui décident de ne pas se marier. Nous voyons des femmes qui décident de ne pas se marier. Nous voyons des gens qui se marient
et avec retard. Mais dans l'entretemps, ça gêne qui? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas marié n'est pas un homme, ne peut pas être un homme responsable? Est-ce qu'un homme qui est marié ne peut pas être un homme non responsable? En tout cas, l'expérience des Burundais est très riche en la matière. Nous connaissons des hommes mariés, mais qui ne rendent aucun service à la société ou qui détruisent la société. Nous avons des hommes non mariés qui sont utiles à la société. Donc, autrement dit, la gouvernance et le leadership, c'est être utile à la société. Maintenant, si on devrait comparer ce que fait le président de la République et ce que fait Ndikumaana, peut-être, je ne sais pas, qui aurait beaucoup plus de points. Mais, en tout cas, nous jugeons le président de la République par rapport à ce qu'il réalise en répondant aux attentes de la population. Et nous jugeons Ndikumaana Faustin par rapport à son rôle qu'il joue comme quelqu'un de la société civile. Voilà. Donc, autrement dit, ce sont deux secteurs différents, mais le point de rencontre, c'est qu'ils doivent parler par rapport à l'intérêt de la population. Donc, autrement dit, les propos du président de la République ne collent pas franchement. D'abord, le milieu auquel il s'exprimait, ça ne colle pas. Et évoquer la question de femmes pour un homme, ceci ne signifie pas cela. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est un homme et toute la société, comme déjà dit. Donc, autrement dit, je crois qu'il ne fallait pas qu'il puisse le dire comme cela. Alors, j'attire l'attention du président de la République. Un président de la République se mesure ou s'apprécie par rapport au discours qu'il prononce. Un président de la République quitte son bureau pour aller sur le terrain avec un message très clair, répondant aux circonstances du moment. Et la Ligue des droits de l'homme, ITK, s'alarme sur ce que son président qualifie de violation des droits humains et l'appel à l'assassinat. Angel Nokoyagize, il est président de la Ligue ITK. La Ligue ITK est très préoccupée par des appels déguisés du président de la République et du Burundi au lynchage des défenseurs des droits humains. Hier, c'était Pacifique Ninahazo, président du FOCODE. Aujourd'hui, c'est Faustin Ndikumaana, président du PARCEL. Et la Ligue ITK est dépassée du soin que le président de la République, M. Evariste Ndayishimiye, met dans les préparatifs de ses SAR besoins. Pour Pacifique, il a tenu de faire cet appel dans sa province natale de Burunga. Et voilà aujourd'hui, pour Faustin, il est allé dans sa province natale de Butanyerera. Et comme il se doit, si le président a dit, il ne reste que l'exécution. Et ni plus ni moins, Faustin Ndikumaana, comme Pacifique, est exposé à tous les maux pour le moment. En témoignent les écrits d'une équipe du pouvoir de Gitega aux réseaux sociaux sur Faustin Ndikumaana, comme quoi c'est aujourd'hui qu'il vient d'atterrir sur la terre. Alors que depuis 2015, l'année que le président de la République a pris référence, Faustin était toujours au pays. La Ligue ITK interpelle les partenaires du Burundi, surtout l'Union européenne et d'autres missions diplomatiques accréditées au Burundi, de discuter avec la présidence sur la protection des défenseurs des droits humains en général et en particulier à ce défenseur Faustin Ndikumaana en danger imminent. Par ailleurs, Faustin Ndikumaana devrait bénéficier des privilèges de protection vu son rôle et apport dans la société burundaise. La Ligue ITK rappelle au président de la République,
M. Évariste Ndayishimiye, que la justice ne restera pas toujours muette à ces actes contraires à sa mission. Un président de la République devrait être un symbole de l'unité. La chasse aux défenseurs au pays et à l'extérieur du Burundi et le sang des Burundais qui courent du jour au jour sont sur son dos. Tenu au Burundi du 11 au 12 novembre 2025 dans la capitale économique Bujumbura du Forum de la CNOA, Association des comités nationaux olympiques africains sur l'égalité des genres. Il est organisé par le Comité national olympique du Burundi en collaboration avec cette association. Le président burundais a reçu au cours de cette rencontre une coupe en reconnaissance des efforts pour le sport par le président de la CNOA. J'ai l'honneur, l'insigne honneur de vous présenter en mon nom personnel et au nom du mouvement olympique africain un trophée qui est remis solennellement au chef d'État et aux souverains qui œuvrent inlassablement pour le développement du sport et de l'humanité. Excellence, Monsieur le Président, c'est une grande émotion pour moi car vous êtes un grand dirigeant et un grand leader du sport et de l'olympisme en Afrique et dans le monde. Et je suis très honoré, très fier, non seulement d'être votre ami, mais aussi de vous remettre le trophée de l'Afrique pour la reconnaissance et la gratitude envers votre grande personnalité. Je voudrais donc vous inviter, s'il vous plaît, à venir au podium pour que je puisse vous remettre la plus grande distinction africaine dans le sport et l'olympisme. Madame la ministre du Sport, Lydia Nsekela, se réjouit du pas franchi en genre au niveau du sport burundais. Organiser un rassemblement de tous les sénats africains ici au Burundi est une réussite pour notre comité olympique. C'était notre objectif. C'était une des recommandations reçues du président du Sénat du Burundi de 2009 à 2017, Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, ami des jeunes et défenseur des valeurs olympiques. Ce forum est organisé par l'ACNOA et le Sénat du Burundi avec le soutien du gouvernement de la République du Burundi, de la Fédération de football du Burundi et de la Fondation Pax Burundi et le club de football Aigle Noir. En tant que présidente du Comité national olympique du Burundi, nous nous sommes engagés à promouvoir le sport féminin à travers une stratégie pluriannuelle qui a été évaluée par les femmes leaders du sport burundais et l'Assemblée générale du Comité national olympique. La majeure partie des actions qui ont été mises en œuvre, et en voici quelques exemples. L'organisation d'un forum national en 2019 pour sensibiliser les autorités aux enjeux des femmes dans la pratique sportive nationale, l'amendement des statuts des fédérations nationales en 2020 pour permettre à au moins 30% de femmes à occuper les places de responsabilité, l'adoption d'un code de conduite contre le harcèlement et les abus dans le sport approuvé en 2022, la création d'une nouvelle règle de représentation minimum de 30% de chaque genre pour chaque fédération nationale souhaitant être membre du Sénat. Promouvoir l'égalité des genres dans le sport, c'est garantir que chaque fille ait le droit de rêver, de jouer, de concourir et de gagner. Assurer que les femmes soient présentes non seulement sur les terrains, mais aussi dans les salles de décision avec notamment une représentation minimum de 30% afin de garantir une meilleure gouvernance au sport. C'est créer des politiques sportives sensibles au genre qui tiennent compte des réalités spécifiques des femmes et des hommes. C'est aussi former les entraîneurs, les dirigeants et les journalistes à une culture de respect et d'inclusion.
Cap sur le Rwanda pour vous parler de l'état d'avancement des dossiers des génocidaires rwandais devant recours aux tribunaux en France, un pays qui abrite l'épouse de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana. Maître Richard Gisagara, avocat des partis civils dans ces affaires à Paris, y revient. Sur l'état des poursuites des personnes soupçonnées d'être impliquées dans le génocide commis contre le Tutsi en France, malheureusement, force est de constater que malgré les efforts que la justice française a consacrés ces derniers temps à la poursuite de ces personnes-là, malheureusement, il y a toujours un stock important des dossiers qui sont toujours pendants devant la justice à des degrés divers. Certains sont toujours au niveau du parquet, c'est des plaintes qui ont été déposées qui n'ont pas beaucoup évolué depuis et qui sont toujours au niveau du parquet. D'autres sont pendants devant les juges d'instruction, donc il y a des juges d'instruction qui ont été désignés, qui continuent à faire les investigations, à faire des actes dans le cadre donc de l'instruction. Il y a d'autres dossiers qui sont fixés pour lesquels nous connaissons une date à laquelle ils vont passer devant la cour d'assises. En gros, il y a une trentaine de dossiers qui sont toujours pendants devant la justice française. Et pour ceux qui vont être, pour ceux qui sont à l'instruction et qui peuvent, dans lesquels peut-être nous aurons des nouvelles bientôt, je citerai le dossier de Safari Majaliwa, qui est poursuivi pour des faits qui ont eu lieu à Nyanza, près du lieu dit Bigega. Je parlerai également du dossier de Charles Touagira, un ancien médecin, je pense qu'il était d'ailleurs aussi en France médecin. Il était en tout cas, il est poursuivi en tout cas pour des faits qui ont eu lieu dans la préfecture de Kibouye, où il était un médecin à l'hôpital de Kibouye. Et il est poursuivi et ces derniers temps, des magistrats se sont rendus au Rwanda. Les magistrats français sont rendus au Rwanda pour poursuivre l'investigation. Nous aurons peut-être des nouvelles dans les jours à venir. Et évidemment, je cite également le dossier de Agathe Kanziga, l'ex-épouse de Juvenal Habyarimana, qui a défrayé la chronique ces derniers temps en raison de la décision de nos lieux qui a été rendue par les premiers juges, mais contre laquelle le parquet a fait appel. Donc le dossier aujourd'hui pendant devant la chambre de l'instruction qui va soit confirmer la première décision ou infirmer, et ce qui va ouvrir soit à la poursuite des investigations ou alors au renvoi du dossier devant la cour d'assises pour être jugé. Pour les dossiers qui sont déjà fixés, donc c'est-à-dire des dossiers pour lesquels nous connaissons une date prochaine d'audience, il y a le dossier du fameux chauffeur Claude Mouhaïmana qui était chauffeur à Kibouye. Il conduisait des véhicules qui ont ramené des Interahamwe dans les collines de Bisesero, donc de Kibouye dans les collines de Bisesero, pour tuer les réfugiés Tutsis qui s'étaient cachés dans les montagnes de Bisesero pour se protéger. Il a donc été condamné au premier degré à 14 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel et aujourd'hui il est en liberté depuis quelques années maintenant, mais il va être jugé je crois à partir du 3 février 2026. Le procès est prévu sur 4 semaines à partir donc du 3 février 2026. L'autre dossier qui est programmé, c'est l'appel, c'est le jugement en appel du docteur Rwamukyo, Eugène Rwamukyo, qui est prévu au mois de juin. Le procès va commencer le 8 juin 2026 et il est prévu de se dérouler sur 6 semaines. Et en tout cas, selon le calendrier, il devrait se terminer le 10 juillet prochain. Donc ce sont ces deux dossiers, Claude Mouhaïmana et Dr Rwamukyo, qui sont fixés pour être jugés. Et les autres sont toujours pendants, soit devant les juges d'instruction, soit encore au niveau du parquet. Il y en a une trentaine en cours actuellement. Tous ne seront pas jugés malheureusement. Il faut se rendre à l'évidence, au rythme actuel, il est impossible que toutes ces personnes qui sont poursuivies puissent être jugées. Je prends un exemple très simple, je prends l'exemple de colonel Laurent Serubuga. C'est quelqu'un qui a 86 ans aujourd'hui. Et l'instruction de son dossier a été terminée, je crois, en 2017.
Mais depuis, nous attendons, on n'a aucune nouvelle. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré les efforts qui ont été consacrés, que nous saluons, que nous reconnaissons, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire pour que ça puisse avancer au rythme qu'il faut, pour que personne ne puisse échapper à la justice. Il révèle que plus de 30 dossiers restent à examiner, même si la France est le premier pays européen à avoir jugé plus de génocidaires présumés. Mais malheureusement, à ce rythme, le rythme aujourd'hui, c'est 2 procès par année. Si ça continue à ce rythme-là, on ne pourra jamais juger, ne fût-ce que les dossiers, les 30 dossiers qui sont pendant aujourd'hui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Ces personnes qui sont poursuivies, il y a des jeunes, ils sont rares, mais la plupart, c'est des gens qui avaient entre 30 et 40 ans au moment du génocide. Donc aujourd'hui, 30 ans plus tard, ils ont entre 60 ans et plus de 70, presque 80, plus de 80, comme l'exemple que je viens de donner pour Laurent Serubouga. Et donc, si on continue à les juger au rythme de 2 personnes par année, on ne pourra jamais terminer leur procès avant qu'ils heureusement, j'en sais rien, mais avant qu'ils ne disparaissent ou alors qu'ils ne soient plus en état d'être jugés, comme ça a été le cas dans le dossier que vous connaissez tous de Kabuga. Nous essayons enfin, je ne veux pas dire la pression, mais pas la pression à l'État, mais nous essayons d'attirer l'attention aux autorités pour leur dire que, certes, l'effort il y a un effort que nous saluons, mais qu'il faut redoubler d'efforts. Parce que la justice doit être rendue, mais doit être rendue aussi en temps et en heure. Nous sommes déjà 30 ans après, et si on continue à attendre que ces gens ne sont plus en état d'être jugés ou qu'ils disparaissent, il y aura quand même, ça sera un déni de justice également. Et voilà. Ce que nous proposons, nous avons il y a quelque temps écrit avec d'autres confrères qui sont aussi impliqués dans ces dossiers du côté des parties civiles. Il y a une tribune que nous avons signée en recommandant à l'État de faire des dossiers regroupés et donc de regrouper plusieurs personnes dans un dossier là où c'est possible. Par exemple, à mon sens, le dossier de Sostène Munyemana et celui d'Eugène Rwamukyo auraient pu être regroupés parce que ce sont des personnes qui sont tous de Boutaré, pas tous au même endroit, mais on parle des faits qui sont presque similaires, qui ont eu lieu à Boutaré, et à mon sens, le dossier aurait pu être peut-être un peu plus long, mais pas le double de 2 dossiers cumulés, et à mon sens, ça aurait permis de gagner du temps. Et donc, je pense que c'est une des recommandations qu'on devrait peut-être faire pour que on puisse réfléchir à la possibilité de faire des dossiers regroupés pour essayer d'avancer à la cadence. Parce qu'au rythme de 2 dossiers par année, toutes ces personnes ne seront jamais jugées. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a signé une ordonnance instituant des mesures conservatoires relevant du secteur de la justice dans les zones sous occupation des groupes armés et autres forces négatives dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Il s'agit d'une résolution interdisant toute reconnaissance des actes et décisions judiciaires émanant des autorités de l'AFC M23. Ces actes sont désormais déclarés nuls et sans effet à la suite de la démarche entreprise par la rébellion visant à créer une commission chargée de relancer un système judiciaire parallèle dans les territoires sous contrôle. Le M23 contrôle déjà une grande partie des provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que le capitale Goma et Bukavu. Kinshasa qui continue toujours d'accuser le Rwanda dans le conflit qui ravage l'est de la RDC. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, estime que les pourparlers de Washington et Doha pourront ramener la paix. Ce n'est pas que les processus n'ont pas de fait. Ici, nous parlons spécifiquement de la question de la redevabilité de la justice, à ne pas confondre avec les processus qui se tiennent au plan diplomatique, parce que les responsables de ces crimes de guerre, de ces attaques contre les hôpitaux, de ces attaques contre les camps des déplacés, doivent en répondre parce que c'est des crimes imprescriptibles. Mais pour le reste, nous sommes engagés d'ailleurs dès le début de ce conflit sur 5 fronts. Il y a évidemment un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique, parce que nous avons sérié tous les problèmes. Et aujourd'hui, à la suite de la résolution 2773 et de la mobilisation
internationale sur le sujet. Nous sommes plutôt sur le plan diplomatique et à Washington, nous connaissons de progrès comme à Doha. Nous sommes dans les deux processus en phase d'atterrissage et nous espérons que cela arrive vite parce qu'il faut vite desserrer les taux et apporter les secours qu'il faut à nos populations qui sont dans des conditions humanitaires très difficiles. Écoutez, nous créons les conditions qui permettront d'avoir des progrès sur le terrain et je crois que la dernière réunion qui a eu lieu à Washington a donné plutôt des signaux plus clairs. En tout cas, pour nous, c'était clair qu'on ne peut pas parler économie, on ne peut pas parler développement de la région tant qu'il n'y a pas de stabilité, des stabilités qu'on puisse vérifier. Dans les discussions de la semaine dernière, nous avons pu signer ce qu'on appelle le cadre d'intégration économique régionale, plutôt paraphé, en attendant les signatures de ministres des Affaires étrangères et plus tard des chefs d'État, pour que, et là, on a rajouté une clause qui est bien claire, qu'on ne pourra procéder à la mise en œuvre de ces cadres que lorsqu'on aura satisfait à l'exigence prévue dans l'accord du 27 juin, à savoir le CONOPS. Donc, ça veut dire d'une part les traitements de la question des FDLR et d'autre part les retraits des mesures dites de défense du gouvernement rwandais qui en réalité c'est leurs troupes et les matériels qu'ils ont amenés en République démocratique du Congo. Écoutez, d'abord je dois rappeler ici que nous sommes en phase d'atterrissage et que les dernières discussions à Washington, nous avons convenu, parce que nous sommes en phase d'atterrissage, d'éviter des propos qui peuvent être de cette nature justement. Nous on ne va pas aller bas, comme des coutumes de l'autre côté, mais on va rester haut pour que chacun assume ses responsabilités. Il est évident que c'est le Rwanda qui agresse. Ici, il est évident, je le disais tout à l'heure, qu'en 5 jours, près de 10 000 Congolais ont été tués à l'occasion de l'invasion des Goma. Et nous savons depuis, vous suivez quotidiennement la situation dans l'Est, qui tue, qui gouverne par crime. Je voudrais peut-être pas faire la litanie des crimes qui sont commis, mais ici, c'est qu'il faut savoir, il y a un pays qui en agresse un autre. Et nous, évidemment, nous sommes dans une posture de légitime défense pour toutes nos populations. Et donc, nous qui devons protéger nos populations à tout prix, nous qui voulons qu'on desserre les taux pour que très rapidement nous puissions apporter l'appui humanitaire, on ne peut pas être responsable de ces bombardements. Et donc, il faut regarder du côté de celui qui nous accuse pour voir ce qui se passe sur le terrain et qui en est les responsables. Ceux qui bombardent, ceux qui tuent sont ceux qui aujourd'hui sont les occupants et leurs supplétifs. Mais si vous regardez pourquoi avons-nous signé alors cet accord à Washington s'ils avaient aucune responsabilité dans ce qui se passe en termes de troupes, des matériels et de tous ces crimes qui ont été commis. Ici, nous avons sérier tous les problèmes, justement. C'est pour ça que nous sommes à Washington. Aujourd'hui, tous les problèmes sont à table et ce qui est attendu du Rwanda, c'est qu'il fasse sa part de responsabilité, comme nous faisons la nôtre pour nous assurer que nous atteignons l'objectif de la paix. La question des FDLR, comme la question des réfugiés, comme la question du discours de haine, c'est des prétextes qui ont été utilisés par les Rwandais pour camoufler cette guerre économique. C'est la réalité. C'est bien pourquoi à Washington, dans cet accord, c'est un accord qui règle principalement deux problèmes. La question de la sécurité, avec notamment la question des FDLR et les désengagements de force, et puis la question des conditions qui vont nous permettre de créer un espace de stabilité dans la région, parce que c'est la volonté du président Tshisekedi de dynamiter l'économie dans cette partie du pays et partant dans toute l'Afrique. Ce que nous faisons, c'est que nous avons nos forces armées en communiqué. Il faut dire d'abord que les FDLR tuent les Congolais. Les Congolais sont les premières victimes. Nous avons commencé, dans les cas de ce que nous avons convenu dans les CONOPS, la sensibilisation dans les zones qui sont sous notre contrôle. Il faut savoir que le gros du dispositif, d'après la cartographie qui a été préparée par les états-majors, sont dans les parties sous occupation. Et nous devons nous assurer de restaurer l'intégrité territoriale. Et nous allons traiter cette menace parce que c'est d'abord une menace pour nos propres populations. Et plus tard, d'après l'esprit de l'accord, ils doivent retourner au Rwanda, c'est leur pays, ils doivent être en mesure d'être accueillis et de s'intégrer dans leur société pour laisser finalement le Congolais vivre en paix dans leur pays. Toujours en RDC, le président de l'État d'Israël a visité ce pays au début de cette semaine. Le président congolais Antoine Tshisekedi, connaissant l'amitié entre Israël et son pays ennemi, Rwanda, a tenu à lui demander de conseiller le Rwanda de cesser une agression contestée par Kigali. Tshisekedi salue tout de même la visite du président israélien.